Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux. Bonjour Jean-Pierre Petit, bonjour Jean-Claude Bourret. Bonjour. Jean-Pierre Petit, évidemment, ni l'un ni l'autre, nous avons besoin de vous présenter, mais tout de même, pour ceux qui étaient sur une autre planète ces derniers temps, sur une étoile peut-être, je vous représente ici sur la planète Terre. Jean-Pierre Petit, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, un très grand chercheur. Jean-Claude Bourret, ancien rédacteur en chef de France Inter, France 3, TF1, La 5, RMC. Vous êtes tous les deux connus pour ce livre que vous avez écrit ensemble, OVNI, l'extraordinaire découverte, contact cosmique et métaphysique, paru chez Guy Trédaniel. Aujourd'hui, vous présentez ce livre-là très très fort et qui, je trouve, en plus, est dans la continuation du constat que l'on fait de la France, en tout cas, et peut-être même du monde, puisque vous parlez de naufrage mondial, mais on va parler notamment de la France aujourd'hui, sur la recherche scientifique, le titre de votre livre, Recherche scientifique, un naufrage mondial, aux éditions Guy Trédaniel. Alors, pour commencer cette analyse de votre livre, en fait, vous nous dites tout allait bien jusqu'aux années 70 et dans les années 70, patatras, c'est la chute de la recherche scientifique et physique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela et en quoi, d'un seul coup, il y a eu cette chute et en quoi nous sommes mentis? On va commencer peut-être par Jean-Pierre Petit. Bon, dans ce livre-là, effectivement, on fait un peu un retour sur ces 80 années qu'on pourrait appeler les 80 glorieuses, entre 1890 et 1970, où la physique et la science ont complètement muté, avec des découvertes absolument phénoménales, à la fois sur le plan expérimental, sur le plan observationnel, et puis sur le plan théorique. Et c'est l'époque, pendant ces 80 ans, où les formalismes, la science théorique et la science expérimentale et observationnelle marchent la main dans la main. Alors, je peux donner quelques petits exemples de tout ça, mais il y en a à foison. Par exemple, vous rappelez que la planète Mercure n'avait pas une trajectoire qui correspondait aux lois de Kepler. Bon, et bien à ce moment-là, Einstein arrive et change la structure géométrique de l'univers, et tout ça s'est expliqué. Ensuite, Michelson et Morley constatent que la vitesse de la lumière est constante. Encore une fois, Albert Einstein montre que ça colle. Ensuite, on connaissait plein de choses sur les paradoxes de la physique, et la physique quantique arrive à partir des années 20 et commence à expliquer tout ça. Puis alors après, il y a des choses extraordinaires, c'est qu'il y a des formalismes qui se créent. Et à partir de ces équations, des gens font des prédictions complètement incongrues. Par exemple, Dirac, dans les années 20, prédit que quelque chose doit exister qui s'appelle l'antimatière. L'antimatière, c'est les électrons avec des charges positives. Et ça paraît tellement bizarre que Niels Bohr dit que cette théorie est bonne pour attraper les éléphants en Afrique. Oui. En fait, on accroche la théorie à un arbre, un éléphant la lit, il est tellement stupéfait qu'on peut le capturer sans difficulté. C'est pour vous dire que même les gens qui étaient au cœur de ces choses-là, ils avaient un certain scepticisme. Un certain a priori. Très rapidement, on constate l'existence de cette antimatière. Donc, vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. On a des phénomènes tout à fait paradoxaux qui défient le bon sens, qui sont expliqués par une espèce de science qui est du genre calculé, il n'y a rien à voir. C'est pas la peine de chercher à comprendre, ça marche. Bon. Et puis, à côté de ça, il y a des prédictions fantastiques qui sont observées. Maintenant, il y a des tas de choses aussi, par exemple, dans le domaine de l'astronomie, avec la spectroscopie, tout d'un coup, on peut connaître la composition chimique des étoiles à distance. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte, à des millions d'années-lumière, on arrive à faire une année chimique des étoiles. Donc c'est vrai, c'est le moment où, dans tous les domaines, que ce soit en astronomie, que ce soit en physique, c'est l'explosion de cette science. Alors, il y a l'après-guerre. Après, il y a une chose, c'est qu'on crée des appareils qui s'appellent les accélérateurs de particules. Ces accélérateurs de particules, ils ont permis de mettre en évidence les anti-électrons, les antiprotons, les antineutrons, des tas de particules. Il y a tout un bestiaire comme ça qui commence à se créer. Donc, après, dans l'après-guerre, on crée ce qu'on appelle le modèle standard. Et à ce moment-là, le démontage de la matière a l'air de marcher de façon extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que les théoriciens créent ce qu'on appelle les superparticules. Alors, il y a le photino, il y a le neutralino, il y a, etc. Il y a tout un ensemble, tout un bestiaire de particules, et on ne les observe pas.
Ça marche pas. On a Voilà. beau augmenter la puissance des générateurs, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas depuis les années 70. Alors Jean-Pierre Petit, je voudrais juste faire une parenthèse ici pour que tous nos auditeurs qui ne sont pas forcément avertis, d'ailleurs moi la première sur ces questions scientifiques et physiques, que en fait ce qui est très important dans ce que vous démontrez dans votre livre, c'est ça, c'est que dans les années 70, à partir des années 70, avant, il y avait cette alliance que vous venez d'expliquer entre la théorie et l'observation, l'expérimentation, que parfois la théorie arrivait, parfois une théorie était avancée, puis tout le monde se moquait de la personne, mais il y avait une observation qui venait la renforcer. Dans les années 70, on n'a plus que des théories, sans observation aucune qui vienne confirmer ces théories. Et c'est vraiment cette dissonance entre les deux paraît énorme. Et aujourd'hui, pourtant, on ne repose que sur des théories. Jean-Claude Bourret. À ce sujet. Oui, alors moi je vais faire très court parce que je pense que le plus important c'est d'écouter celui qui cherche et qui trouve. Vous savez, en plus, à la une de notre livre, on a mis une phrase prêtée à De Gaulle. Oui. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Petit fait partie des chercheurs qui trouvent. Seulement, l'énorme défaut de Jean-Pierre Petit, c'est qu'il a raison. Et donc, s'il a raison, toute la physique théorique du monde entier tombe. Et je voudrais juste donner un extrait de notre livre qui va vous montrer l'importance pour tous ceux qui essayent de comprendre le sens de notre vie, parce que ce que fait Petit, c'est qu'il donne un sens à notre vie. Il explique comment le cosmos est né, et il explique comment le cosmos est susceptible de fonctionner. On a beaucoup parlé des trous noirs au cours des dernières années. Il y a même eu 2 photos de trous noirs qui sont en fait des reconstitutions numériques. Et je voudrais simplement citer un adversaire, entre guillemets, de Jean-Pierre Petit, qui est Thibaut Damour, je crois qu'il fait partie de l'Académie des sciences. Petit dit que le trou noir n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Le trou noir, vous savez, c'est au centre des galaxies, une masse invisible qui absorbe la lumière et qui a une quantité de masse équivalente à plusieurs milliers ou plusieurs millions de masses solaires. Je rappelle que le Soleil est 1 300 000 fois plus grand que la Terre. Eh bien, dans une de ses conférences, Thibaut Damour, je le cite, dit « Mais est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce que l'on sait que les trous noirs existent dans notre univers réel ? On n'en est pas sûr à 100%. Moi, je ne suis pas un physicien, je suis un journaliste. J'ai passé ma vie à chasser l'information et essayer de la trouver. C'est moi qui ai révélé au monde entier que Apollo 13, c'était ni un attentat ni une météorite, mais l'explosion d'un réservoir dans le module de commande. C'est moi qui ai révélé Tchernobyl aux Français de la Terre entière. Vous savez, quand on veut regarder ce que vaut un journaliste, il faut aussi lui demander, mais qu'est-ce que tu as trouvé ? Parce que si un journaliste, c'est uniquement se contenter de lire les dépêches qui sont filtrées par le pouvoir politique, ça va pas loin. Et financé par Bill et Melinda Gates. Fait avancer la science. Oui. Vous avez bien raison. Nicolas Vidal. Oui, bonjour messieurs. Alors moi c'est un sujet comme Clémence que je ne possède pas, mais c'est extrêmement intéressant effectivement. La question de profane que j'ai envie de vous poser à tous les deux en travaillant sur cette émission, c'est finalement, vous dites que la recherche scientifique est en panne dans l'Hexagone depuis 50 ans. Alors est-ce que vous avez déjà des raisons ou des idées pourquoi elle est en panne ? Et c'est quand même assez intéressant là-dessus, en tant que journaliste, de comprendre. Moi j'ai une réponse à cette question parce qu'évidemment on s'est évidemment posé la question, qu'est-ce qui s'est passé après les années 70 et dans cette après-guerre ? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a des travaux théoriques qui dataient de 1916, 1917, on est passé complètement à côté. Il y a des travaux importants qui n'ont été traduits qu'en 2012 et 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les travaux capitaux traduits en 1975 et en 1999. Donc, il y a des aspects comme ça de la physique théorique et de la physique fondamentale. On est complètement passé à côté, qui sont des travaux allemands d'ailleurs. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que dans les années 1915-1920, c'était l'Allemagne qui dominait complètement la physique théorique. C'est pas un hasard si Einstein était austro-allemand, exactement. Bon. Alors après, il y a une chose, c'est que c'est vrai que la modestie n'est pas une chose qu'on doit pratiquer parce que ça colle pas. Il faut dire j'ai trouvé ceci, nous avons telle ou telle prétention.
D'abord, je dois dire une chose, c'est que je ne suis pas seul. J'ai une partenaire qui s'appelle Nathalie Deberg, qui est une mathématicienne belge, et cette mathématicienne vient de faire un carton formidable. Elle vient de créer l'équivalent de Janus en mécanique quantique. Ça date de quelques jours, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est envoyé en publication. Vous voyez, il y a une chose, par exemple, c'est que qu'est-ce que c'est que le modèle Janus? Eh bien, ça consiste à remplacer l'équation d'Einstein par un système de deux équations dans laquelle l'équation d'Einstein n'est qu'une des deux. Vous vous rendez compte de ce qui vendre ça comme ça peut être difficile. Alors, effectivement, si on pouvait le présenter en séminaire, si on pouvait débattre vis-à-vis de ça, ce serait bien. Eh bien, toutes les portes sont fermées. Oui, parce que Jean-Pierre Petit, vous êtes vraiment blacklisté, c'est ça que je retiens dans votre intervention. Blacklisté et mis au banc finalement, c'est ça? Complètement. Mais vous savez, il y a une chose étonnante. Pour faire ce travail, Nathalie Deberg a utilisé des mathématiques qui s'appellent l'algèbre géométrique. L'algèbre géométrique, on n'en a jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est né en 1880, qui a été relancé en 1960. Et bon, je ne vais pas m'étendre dans ce domaine-là, mais on n'a pas besoin d'avoir travaillé sur des sujets sulfureux pour ne pas être entendu. Par exemple, ces travaux extrêmement importants du mathématicien Clifford et Grassmann sont repris en 1960 par un Américain qui s'appelle Estenes. Et Estenes, maintenant, a 90 ans. Et cette algèbre géométrique, elle commence à peine à pointer le bout de son nez, alors que ce sont des mathématiques, vous voyez. Quand on a fait une grande découverte en médecine, on pourrait dire, oh là, c'est pas une science exacte, on peut contester. Mais là, c'est des maths. Eh bien, ces maths ont du mal à percer, je vous garantis. C'est extraordinaire. Jean-Pierre Petit, je voudrais juste préciser pour tous nos auditeurs que le modèle Janus dont vous parlez, c'est votre théorie, ce sont vos travaux qui sont, eux, pour revenir au propos initial, eux qui ont, je ne sais plus combien vous le dites dans le livre, un très grand nombre d'observations, d'expérimentations qui confirment cette théorie. C'est pas une théorie seule. Plus d'une douzaine Bon, on peut effectivement les recenser. Si vous voulez, par exemple, vous voyez, actuellement, en 2017, les scientifiques viennent faire une découverte observationnelle. Il y a une cartographie du cosmos à très très grande échelle qui a été faite dans un cube d'1,5 milliard de côtés. Et à ce moment-là, ce qu'ont fait ces scientifiques, c'est qu'ils ont mesurer les vitesses des galaxies dans cet univers. Alors ces galaxies, il y a des endroits où elles convergent, on appelle ça le grand attracteur. Et puis il y a des endroits où, au contraire, elles semblent s'éparpiller, diverger autour d'un grand vide. Et ce grand vide leur pousse. Eh bien, je peux vous dire la chose suivante, il n'y a aucune théorie mainstream officielle, il n'y a même pas de théorie du tout. Vous savez, les scientifiques, quand il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, eh bien, ils n'en parlent pas. Posez la question, où est passée l'antimatière primordiale? Silence, il n'y a même pas de théorie. Et là, il n'y a pas de théorie non plus. Alors que dans le modèle Janus, eh bien, on dit ce qu'il y a au centre du grand vide, c'est un conglomérat de masse négative et c'est ça qui repousse. Donc, le modèle a des confirmations observationnelles et il est le seul à le faire. Et ces choses-là, mais on devrait pouvoir en débattre. C'est extraordinaire. Bien sûr, c'est scientifique. Oui. Jean-Claude Bourret. Alors, vous me posiez la question de savoir pourquoi, justement, on avait loupé quelque chose dans les années 70. Moi, je pense que c'est à cause de ce qu'on appelle la topologie. Vous savez, la topologie, c'est très compliqué. C'est cette espèce de façon de concevoir la géométrie de manière assez tarabiscotée. Alors, allez voir ma bande dessinée, le Topologicon. D'ailleurs, je me rappelle, c'était Berkov qui citait cette phrase qui était en exergue. Il est déconseillé de lire ce livre le soir avant de s'endormir, après un repas trop riche, ou quand on est sûr de rien, car ça ne ferait qu'aggraver les choses. C'est vrai que ça vous retourne complètement le cerveau. Et quand on a lu cette bande dessinée, quand on rentre dans ces domaines-là, on ne pense plus de la même façon. Et ça, les scientifiques de nos jours ne l'ont pas fait. Ils ne savent pas faire. Je fais une parenthèse d'ailleurs, vous avez des petites bandes dessinées que vous avez dessinées, Jean-Pierre Petit, dans ce livre également, Recherche scientifique, un naufrage mondial, de très jolies petites bandes dessinées. Vous avez un vrai talent aussi de dessin et qui permettent également de vulgariser quand même ce sujet qui n'est pas forcément facilement atteignable pour tout le monde. Je voudrais très rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps quand même, Jean-Claude Bourret, si vous pouvez nous expliquer le modèle Janus et surtout nous expliquer en quoi il y a l'histoire des revues scientifiques qui refusent alors que tout est avancé, tous les arguments sont là, les observations sont là, mais surtout qui est venu en profiter discrètement ou pas si discrètement que ça, ce sont les Russes. Oui, moi je ne vais pas vous expliquer le modèle Janus, parce que ça c'est de la responsabilité de Jean-Pierre Petit, même si on en discute souvent. La seule chose que je peux vous dire en tant que journaliste, c'est que je me pose la question de savoir si Jean-Pierre Petit a raison ou pas. Je n'ai pas les compétences scientifiques pour juger des travaux de Jean-Pierre Petit.
Donc je le fais vérifier par des gens qui sont professeurs de physique, qui sont polytechniciens, qui sont à Normal Sup, etc. et qui me disent ça tient la route. Bon, à partir du moment où on dit ça tient la route, je ne suis pas plus royaliste que le roi, ni plus mathématicien qu'un polytechnicien. Et la seule chose que je peux vous dire, pour que tout le monde comprenne, c'est que dans le modèle actuellement admis par tout le monde, les trous noirs, etc., toute cette physique qui, selon Jean-Pierre Petit, est une aberration totale et dont Monsieur Damour, que j'ai cité il y a un instant et qui est dans le livre, dit on n'est pas sûr du tout que ce soit vrai, notre modèle à nous. Eh bien, dans le modèle Janus, que Jean-Pierre Petit va vous expliquer en quelques mots, il y a 17 points de vérification optique, c'est-à-dire qu'on le voit à travers les télescopes. Oui, c'est confirmé. Dans le modèle principal, il y en a 0. Jean-Pierre, si tu veux expliquer. Alors, expliquez. Alors, vous avez en 5 minutes le modèle Janus. Voilà, en 5 minutes. Bon, ben là, je crois qu'on peut dire la chose de façon très courte en disant que le modèle Janus, ça consiste à introduire les masses négatives dans le modèle. Et ça a été tenté dans les années 50 et ça ne marchait pas avec l'équation d'Einstein. C'est pour ça que pour mettre ces modèles, ces masses négatives, il a fallu créer un système à 2 équations. Voilà. Alors, à ce moment-là, le modèle Janus, c'est des masses positives et des masses négatives. Et ces masses négatives, c'est ça qui forme l'antimatière primordiale, par exemple, qu'on n'observe pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'observe pas? Parce qu'il y a des particules qui ont une masse négative, elles ont une énergie MC2, et MC2 est négatif, et ça émet des photons d'énergie négative, et ça, on ne peut pas les voir et on ne peut pas les capter. Donc, il y a une espèce de logique là-dedans qui marche assez bien. Mais par rapport à ce que disait Jean-Claude sur cette MHD, ce matin, je viens de mettre en ligne un fichier. Alors, vous savez peut-être que la revue Pour la Science, vis-à-vis de laquelle personne ne me répond depuis 30 ans, la revue Pour la Science a publié un article traduit d'américain, écrit par 2 spécialistes qui disent les armes russes de Poutine, c'est de la blague. Ça marche pas, c'est du bluff. Bon, ok. Alors, j'ai rédigé un contre-article que j'ai envoyé pour la science par voie postale à sa rédactrice en chef. Il n'y a pas de réponse. Alors cet article, si vous l'avez sur le site de jeanpierrepetit.com, .org, eh bien vous verrez, il y a la MHD russe, vous cliquez, vous avez l'article, et vous verrez cet article, il est solide. Et donc, ça la MHB, pour que tout le monde comprenne, on parle des missiles balistiques hypersoniques, ces missiles qui ont donc un coup d'avance sur tous les autres artilleries nucléaires des autres pays. Exactement, et c'est extrêmement solide, mais c'est le silence total dans les médias français, c'est extraordinaire. Donc un missile, une arme russe qui est en tout cas directement inspirée de vos travaux également, Jean-Pierre Petit, c'est ça qui est important, qui sont restés à ce moment-là tout à fait lettres mortes en France, mais qui ont été utilisées par les Russes. Et je suis très connu en Russie, vous savez, il n'y a pas de problème. Oui. Jean-Claude Bourret à ce sujet. Oui, alors... moi, je veux parler le moins possible. Je voudrais juste faire une petite incidente. Hier soir, j'ai un copain qui m'a téléphoné. Il m'a dit alors, ton livre, ça y est, il est sorti. Il me dit, je lui dis oui. Il me dit alors, tu fais des médias. Je lui dis, je passe sur Radio Courtoisie demain matin. Il me dit, sur cette radio d'extrême droite. Donc, j'ai découvert que Radio de Courtoisie était d'extrême droite. Je voudrais juste faire une parenthèse en disant que je passe sur Radio Courtoisie tous les 4 ou 5 ans depuis au moins 25 ou 30 ans et que je me fiche éperdument des étiquettes que l'on peut coller aux médias de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. La seule chose que l'on demande à un média, c'est qu'il fasse son travail et qu'il donne la parole à des gens qui ont des choses à dire. Bon, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne Jean-Pierre Petit et la MHD, j'aimerais que tu racontes, Jean-Pierre, la visite d'un représentant de l'armée française il y a peu de temps, parce qu'ils se sont rendus compte que les Russes, effectivement, avaient utilisé tes travaux pendant 25 ou 30 ans pour mettre au point leur fusée hyperbalistique et qui voudrait que la France, l'armée française, rattrape ce retard. Un peu tard, mais bon. Il nous reste 1 minute alors pour cette information. Allez-y, Jean-Pierre Petit. C'est vrai que j'ai reçu la visite d'un envoyé de l'armée qui est arrivé, comme on l'avait invité à déjeuner, il est arrivé à 11h, il est parti à 18h, et dès qu'il est arrivé, il m'a dit, voilà, on vous offre 3 000 € pour écrire un petit rapport de 10-20 pages pour expliquer la MHD aux spécialistes français. Et j'ai pas dit non. Donc, je l'ai laissé parler pendant 5 ou 6 heures. Et comme je ne l'envoyais pas péter immédiatement, il a cru que c'était bon. Donc, j'ai vu se développer tout un discours comme quoi j'allais former tous ces spécialistes. Et puis, après toutes ces heures, je lui ai dit, écoutez, même si je voulais le faire, ça servira à rien. On a 30 ans de retard et c'est pas rattrapable. C'est tout. Voilà.
C'est juste désespérant parce qu'on voit où on en est aujourd'hui. C'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas pris la peine avant de s'intéresser à vos travaux, Jean-Pierre Petit. Je voudrais quand même conclure sur cette information. Vous êtes à la toute fin de votre livre, juste pour qu'on se rende compte du désastre actuel. C'est qu'au lieu de travailler scientifiquement sur les approches des uns et des autres, et dont celle de Jean-Pierre Petit, et de répondre scientifiquement, hein, c'est ça en fait, c'est un appel à répondre, à rechercher, à ouvrir les yeux sur ce que vous proposez comme travaux. Eh bien, la Société américaine de physique, par exemple, l'American Physical Society, elle s'intéresse plus, parce que c'est plus important, à l'intégration, à la bonne inclusion des LGBTQ et que les grands chercheurs scientifiques aient le droit de changer de nom pour respecter leur genre. Voilà. Exactement, c'est extraordinaire. Voilà où on en est aujourd'hui, alors qu'on propose le modèle Janus qui remettrait totalement en question tout ce qui a été avancé depuis une cinquantaine d'années. Merci beaucoup, je suis désolée, ça va très vite. Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Bourret, ancien rédacteur en chef de France Inter, France 3, TF1, La 5 et RMC, pour ce très beau livre. J'invite à tout le monde à le procurer parce qu'il est abordable. Il y a des bandes dessinées, il y a une vulgarisation. Recherche scientifique, naufrage mondial aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous également, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.